le monde. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravi. On est toujours dans le cabinet de Vincent Tribou, que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière la caméra, en présence de Jean-François Mitaine, qui est le président de l'Association française du syndrome Gilles de la Tourette. Donc, je suis ravi. Plus tout à fait, mais j'y viendrai après. On y viendra. Je suis fondateur en tout cas. D'accord. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je suis ravi, quel que soit votre titre, de vous accueillir chez Vincent Tribou. C'est une association. On a des liens entre l'AFTOC et votre association. On va y revenir. Et voilà, c'était l'occasion, puisque les troubles sont associés souvent. Tout à fait. C'est pas rare. Ben, voilà, de mieux faire connaître ce que vous faites et de contribuer à mieux faire connaître ce que nous aussi on essaye de faire au quotidien. Et donc, bah, voilà, c'est Vincent qui va jouer le rôle de l'intervieweur exceptionnellement. Un fantôme. Monsieur Mitaine, pouvez-vous présenter votre association en quelques mots? En quelques mots, c'est toujours un peu court, mais on a fondé l'association en 1997. Donc j'étais un des cofondateurs. Nous avons comme mission essentielle d'accueillir les adhérents, les informer les autorités, les milieux médiatiques, etc. et favoriser la recherche, beaucoup, par des financements de projets de recherche. Et nous avons environ 450 adhérents. C'est assez difficile parce que ce n'est pas forcément des SGT, c'est plutôt souvent des familles, puisque le SGT démarre, ce qu'on appelle le SGT, c'est le syndrome Gilles de la Tourette, démarre en général plutôt vers 10 ans, plus ou moins 3-4 ans. Après, en général, une errance qui fait environ entre 5 et 7 ans et qui se développe au niveau disons, de toute la jeunesse, l'adolescence. La période un peu difficile. Ensuite, il y a l'aspect syndrome Gilles de la Tourette au niveau des adultes. C'est une autre chose parce qu'en fait, 70% des patients voient leur syndrome Gilles de la Tourette baisser en importance, mais 30% restent quand même en général très, très sérieusement affectés. Vous pouvez nous parler de la structure de cette association? Alors, la structure, nous étions association loi 1901, nous le sommes toujours, mais nous étions sous la forme classique. Et début 2023, on a décidé de changer et on est passé dans une association à collégialité, à direction collégiale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de président, plus de trésorier, ce qu'on appelle le comité, qui est le conseil d'administration, est collégialement responsable de l'ensemble des activités. Alors simplement, on se partage la tâche. Et on essaye de se partager la tâche en créant des binômes par type d'activité essentielle. Par exemple, effectivement, la partie financière est une partie importante. Donc nous avons en fait un responsable qui est trésorier, en fait, et en binôme avec moi, par exemple. On a des relais, on a un système de relais, et moi je m'occupe beaucoup des relais, mais il y a d'autres personnes qui s'occupent des relais. On a aussi toute l'activité communication se fait avec une personne qui a le rôle de secrétaire général, mais qui est associée avec une autre personne qui est en fait relais aussi, mais donc toujours on essaie d'être en binôme et ça fonctionne très bien. Votre association a des supports, j'imagine, internet, peut-être ligne téléphonique, peut-être alors oui, alors en fait, d'abord évidemment on a un site internet qui est assez complet. On a aussi une page Facebook destinée aux adhérents, qui est en fait un forum, qui est géré d'ailleurs par un binôme de deux personnes. L'une est dans le sud de Paris, l'autre est à Dijon, donc plus une ou deux autres personnes qui participent. On a aussi un système de permanence téléphonique. Nous n'avons aucun bureau, nous n'avons aucun employé. On est entièrement tous bénévoles et effectivement notre problème c'est que nous sommes répartis dans toute la France. Au sein du comité, notre secrétaire générale, enfin celle qui vit à Nîmes, on a une autre personne qui est à Dijon, on a une autre personne du côté de Nantes, et on fonctionne en fait par des réunions de comité une fois par mois en Zoom maintenant. Ce qu'on ne faisait pas avant, parce qu'avant, effectivement, les gens voyageaient plus. Et depuis le Covid, ça devient systématique. Raphaël,
Peux-tu nous présenter l'association AFTOC en quelques mots? Avec grand plaisir, et ça va se recouper en grande partie avec ce que vous avez dit, appliqué au TOC et non pas au syndrome Gilles de la Tourette. Donc, notre association a été fondée en 1992, j'étais même pas né à l'époque, avant qu'il y ait la partie Gilles de la Tourette prenne son envol. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est un peu comme vous, mais d'aider, de soutenir, d'entraider les personnes qui sont concernées par la maladie, qu'il s'agisse des malades, des proches de malades. L'activité historique de l'association, ce sont des groupes de parole qui existent bien sûr à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne une fois par mois, mais aussi maintenant dans de plus en plus de villes de France. En général, ça se tient le samedi. Nous sommes tous des bénévoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thérapeute dans l'association. Toutes les personnes qui animent les groupes de parole sont des bénévoles concernés par la maladie, soit ayant été malades elles-mêmes, soit ayant été proches de malades. On a aussi pour mission d'informer le grand public, d'essayer d'être présent dans les grands médias pour éduquer le grand public sur ce trouble. On a aussi comme mission de travailler avec des thérapeutes, des associations de thérapeutes, parce que tout le savoir expérientiel qu'on recueille peut être utile pour les associations de thérapeutes, je pense à la FTCC notamment, et à l'inverse, ça nous intéresse, nous, d'être en lien avec des thérapeutes pour savoir où en est la recherche, et d'ailleurs Vincent n'est pas le moindre de nos partenaires, il est connu de tous nos membres, et on a aussi pour rôle d'être proche des instances de santé, d'essayer de relayer un message politique, même si ce n'est pas le point fort de l'association, là où on est vraiment, je trouve, très efficace et dans le soutien direct, dans l'échange d'informations, l'entraide avec les malades, avec aussi un site internet qui vient d'être refait, qui est très riche en informations, un groupe Facebook qui est ouvert aux non-adhérents, contrairement à vous, qui est aussi un forum qu'on modère. Sur le site, il y a un espace adhérent, on a une chaîne YouTube, d'ailleurs cette vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube, et voilà, donc on a un certain nombre de supports, des fiches, bien sûr, récapitulatives. Et il y avait... La structure de l'association. Alors la structure, alors nous on a une association loi 1901 plus classique. Avec un conseil d'administration, avec un bureau, et ce qui est important c'est je disais, on a des groupes de parole régionaux, donc on a quand même un grand rôle qui est donné à nos bénévoles régionaux qui animent les groupes de parole et l'activité de l'AFTOC dans leur ville ou dans leur région, à travers l'animation de conférences, bien sûr, gérer les relations avec les villes, essayer d'être présent. On a un très gros projet qu'on est en train de mettre en place de déstigmatisation, sensibilisation au milieu scolaire, qu'on espère déployer dans les mois et années à venir. Donc voilà, donc on est plutôt une structure un peu plus classique, un peu plus évoluée, avec une direction collégiale, on n'en est pas encore là. Oui. Monsieur Mitten, quels sont vos liens avec le corps médical, avec les instances, les comités d'éthique, etc. Alors, globalement, d'abord on a un lien très fort avec le centre de référence. Ça c'est très important. Et avec aussi tous les centres de compétences, mais avec certains, beaucoup plus avec certains centres de compétences. Certains sont importants et on a un très bon contact avec eux. En fait, c'est depuis déjà une dizaine d'années, lorsque nous organisons notre assemblée générale, on l'organise soit au sein de la Pitié-Salpêtrière, puisque notre centre de référence est soit proche d'un centre de compétences régionales pour pouvoir être en ligne avec eux. On est allé à Lyon, on est allé à Bordeaux, on est allé à Clermont-Ferrand. Nous n'avons pas beaucoup de relations avec le système libéral, médical libéral. De temps en temps, on s'en inquiète, on ne sait pas trop comment aborder les choses, mais on n'est pas les seuls, parce que nous sommes très actifs au niveau d'abord de l'Alliance des maladies rares, en tant qu'association. Une de nos adhérentes est au Conseil national, mais aussi on est très actifs au niveau du Brain Team. Alors, je ne sais pas, vous connaissez Brain Team. Brain Team, c'est cette structure qui a été mise en place. C'est l'une de ces structures qui ont été mises en place pour coordonner les centres de référence de différentes maladies. Brain Team, c'est l'environnement neurologique. Donc il y a 29 maladies rares neurologiques et il y a une équipe chez Brain Team qui est extrêmement dynamique dès lors que l'administration leur impose au centre de référence comme à Brain Team d'avoir des relations avec les associations, nous sommes très en relation avec eux et ils nous apportent beaucoup d'aide. Ils ont en particulier participé, ils aident beaucoup même dans des
prestations, ils mettent à disposition des psychologues, ils ont une équipe de 2 psychologues, ils ont vraiment une activité qui va au-delà de l'activité purement administrative, qui est très intéressante, parce que du coup on se rapproche encore plus du monde hospitalier. Mais le problème, c'est qu'effectivement, et notamment dans notre domaine, on se rend compte que le syndrome Gilles-Latourette est une maladie de type neurologique, mais avec une forte dominance psychiatrique. Et cette dominance psychiatrique, quand elle s'exprime, elle est mal vécue par les patients parce qu'elle n'est pas reconnue par l'ensemble, je dis l'ensemble, parce qu'il y a des cas, évidemment, mais en général, l'ensemble des praticiens, psychiatres, psychologues. Et il y a parfois des décalages extrêmement importants. Et ça, souvent, ça nous préoccupe quand même. Mais bon, on essaye d'informer, là aussi, on informe. Alors aussi, vous évoquiez l'action au niveau des scolaires, puisqu'un des gros problèmes, c'est que les enfants Tourette, ils sont des gêneurs en classe. Bon. Et là, on essaye d'aider les familles en soutenant leur action auprès des autorités, mais là, auprès des écoles, mais là, ça dépend très largement des écoles, en fait. Malheureusement, je ne sais même pas si c'est nécessaire, on n'a pas de contact avec la haute administration, on en a eu à une époque, mais on s'est rendu compte que comme de toute manière, cette haute administration, qu'elle soit politique ou haut fonctionnaire, elle change tout le temps, donc au fond, à la limite, il vaut mieux rester. Mais on a un projet, je vous en parlerai plus tard, un projet qui est justement pour essayer d'informer un peu plus tous ces gens, tout cet environnement un peu très éloigné de nous, pour leur faire comprendre ce qu'est la vie de tous les jours dans la SGT. Et on en profite pour remercier Dr Hartmann et son équipe. Qui font un très gros boulot, qui font les journées nationales où je vous ai rencontré, où il y avait des gens Zoom de tous les pays, où il y avait des gens qui avaient bossé depuis 6 mois sur leur intervention. Il fait un très gros travail. Oui, et en plus, alors, Andreas a été président de l'association européenne des médecins neurologues, spécialistes de syndrome de la Tourette. On essaye d'assister à ces conférences, et depuis cette année, nous sommes adhérents. Nous avons été d'ailleurs fondateurs, mais pas encore adhérents, de l'association de patients liés à cette organisation et qui s'appelle TTAG en anglais. Et on trouve une belle richesse. Le seul truc, c'est que tous ces débats se font en anglais et qu'on constate que dans notre monde français, même le monde médical des hospitaliers, ceux qui parlent anglais sont peu nombreux. Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer les rapports de l'AFTOC avec les hôpitaux, le corps médical et les instances de santé? Alors déjà, je suis très jaloux parce que le TOC, nous, on n'a pas la chance d'avoir une journée mondiale, mais bon, ça viendra peut-être. Nous, peut-être à l'inverse de votre association, on est assez en lien avec le corps libéral, notamment au niveau régional, parce qu'on a nos bénévoles savent à peu près, il y en a peu, c'est aussi un des problèmes de l'accès aux soins dans le TOC, c'est que y a relativement peu de psychologues ou de psychiatres qui sont bien formés à la TCC du TOC. Il y a peu d'hôpitaux, de cliniques qui sont spécialisés. Alors évidemment, on sait qui c'est, on est en lien évidemment avec Sainte-Anne, avec la clinique Lyon-Lumière, mais il y en a relativement peu, donc on est plutôt proche du système libéral que du corps hospitalier dans son ensemble. Après, là, ce qu'on essaye de faire, notamment avec la nouvelle équipe, c'est de se rapprocher encore plus d'associations, que ce soit professionnelles. Je pense j'ai cité la FTCC, il y a l'IRCAD aussi qui recense les thérapeutes formés au TCC. Il y a aussi, là, on a intégré depuis peu Santé Mentale France, une fédération d'associations autour de la santé mentale. Intéressant. On essaye aussi de se rapprocher de l'UNAFAM, qui est plutôt sur... Alors, on connaît bien l'UNAFAM, mais pour nous, c'est très différent.
Alors c'est différent, mais l'intérêt pour nous, c'est plus proche. C'est proche, et l'UNAFAM a un poids politique qui nous aiderait, que l'AFTOC n'a pas aujourd'hui. Donc il y a aussi une autre association qui est plus jeune, qui s'appelle la Maison Perchée à Paris, qui est une espèce de start-up associative autour de la santé mentale qui font des choses extraordinaires. Donc on essaye de développer, de nous intégrer au mieux dans notre écosystème, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le système hospitalier, il monte des limites quand on sait que pour avoir Lyon-Lumière, c'est une clinique privée, mais c'est 6 mois pour y aller, c'est très coûteux. Donc on essaye de développer, enfin on informe, on les connaît, mais on n'a pas de lien proche. On est plus proche de thérapeutes en libéral, c'est un bon exemple. Et auprès des instances de santé, là vous l'avez dit aussi, l'administration ça change tout le temps, c'est difficile d'avoir des bons contacts, donc on peut pas tout faire. On est une 60aine de bénévoles dans toute la France, je ne l'ai pas dit, mais je crois à peu près 450 adhérents aussi. Donc on essaye de bien tout faire, mais voilà, il faut aussi qu'on structure. Là on a absorbé beaucoup de bénévoles récemment. On est en train de restructurer l'association, et c'est aussi en se rapprochant de structures comme l'UNAFAM qu'on espère peser un peu plus sur les ministères, ministère de la Santé, secrétaire. Alors que nous, c'est plutôt par l'Alliance des maladies rares. Voilà. Et Brain Team, enfin. Voilà, c'est une vision pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes réseaux. Vos 2 associations ont un site internet, une ligne téléphonique, une présence Facebook. L'AFTOC est présente en région. Oui. Vous avez des groupes de parole en région. Est-ce que nous aussi, oui, mais alors on n'appelle pas ça groupe de parole, mais c'est la même chose en fait. On a des relais. Donc on a des bénévoles qui sont en général en binôme, toujours, on essaye. Et on organise des réunions relais qui sont en fait des moments d'échange, si possible avec la présence d'un médecin hospitalier, notamment d'un centre de compétences locales, si possible, pas forcément. En général, quelqu'un de l'association, qui connaît bien l'association, en l'occurrence moi-même, puisque je l'ai fait pratiquement toutes. Là, on a eu hier la réunion Île-de-France. Samedi, je vais à Pont-à-Mousson, Grand Est. Ensuite, on a notre trajet à Nantes, qui est en même temps réunion relais Grand Ouest. Puis j'irai ensuite dans le sud, on a une réunion, on a à Toulouse, on a Bordeaux, c'est plus compliqué, on avait une équipe très bien, et le problème c'est que les gens changent. On a aussi le Hauts-de-France qui fonctionne bien. Et ce qu'on constate, c'est que les gens, quand on annonce une réunion, ils peuvent faire jusqu'à 2-3 heures de route pour venir parler. En général, ce sont des gens qui ont besoin d'informations, besoin de se ressourcer. Très souvent, malheureusement, au bout de 4-5 ans, il y a des renouvellements. Mais c'est extrêmement précieux de pouvoir avoir ces échanges. Et je peux dire exactement la même chose, c'est le même but qu'on recherche. Je précise que pour l'AFTOC, on n'est pas partout. On est présent maintenant, je pense, entre 15 et 20 grandes villes de France. On continue d'en développer, mais on n'est pas partout. Il y a des gens qui font 2 heures parfois de route pour venir nous voir. Nos groupes ne sont pas thérapeutiques, c'est-à-dire que ça peut avoir des bienfaits, on espère que ça en a, mais il ne faut pas venir à nos groupes de parole en espérant faire de la thérapie. On est là pour informer, comme vous. Absolument, nous ne faisons pas de thérapie. Hein. Nous non plus. Oh là là, on n'est pas thérapeute, on essaie aussi de mettre en place des binômes, en général un ancien malade ou un malade et quelqu'un qui était proche, mais dans certaines villes on n'arrive pas à constituer des binômes. Et une chose importante, c'est que notamment depuis le Covid, on a développé aussi des réunions en visio, notamment pour éviter que les gens fassent 2 à 3 heures de route en attendant qu'un groupe de parole s'ouvre dans toutes les villes, espérons-le. Mais voilà, donc c'est assez proche de ce que vous appelez les relais. Nous, c'est les groupes de parole. La même chose. Simplement, effectivement, la visio, c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite du matériel, ça nécessite une organisation particulière. Là, l'année dernière, on a tenu notre AG avec une visio, mais qui a marché coup-ci, coup-ça. Et là, au mois de mai, notre prochaine AG, on essaye de monter un système beaucoup plus important parce qu'effectivement, on constate que les gens maintenant viennent volontiers. Ça sera le samedi, et ils ne se déplacent pas, et comme ça, ils suivent. Et c'est très important. Et ils voient les personnes aussi. Parce que quand on est en présentiel, on se connaît. Le problème, c'est qu'ensuite, on voit dans les informations un peu partout des noms. Et pour beaucoup de gens, vraiment mettre un visage, c'est très important. Donc la visio est précieuse. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. Ça a des limites sur la convivialité. On va parler maintenant des prises en charge.
Alors la prise en charge, ça va répondre peut-être à votre interrogation de tout à l'heure. Le TOC, on l'apprend à la fac. Le tic, le gîte de la Tourette, on l'évoque. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Une demi-heure. Moi, j'ai eu un cours sur la névrose obsessionnelle selon Freud. J'ai eu un cours complet sur le TOC à la FTCC. Mais ça n'est que très récemment qu'on parle des tics et des gîtes de la Tourette à la FTCC. depuis qu'on a ce livre-là. Oui, oui. Ah oui, récent. oui. Protocole étranger 2014, publication française par notamment, c'est toute l'équipe de Hartmann à l'époque, il a publié en 2016. Moi, j'ai appris à soigner les tics et les gîtes de la Tourette avec ce livre. Oui, oui. Ça fait déjà quelques années que j'avais mon diplôme. Comment vous vivez la prise en charge des maladies dont vous représentez aujourd'hui, dont vous êtes les référents? Alors, d'abord, c'est vrai qu'on constate que les familles, parce que c'est le problème d'abord du diagnostic, de l'errance, qui est très importante en fait. On constate que les familles, souvent, ont un sentiment que c'est probablement ça. Et ils vont tout de suite sur Internet. Et ils trouvent le site, et ils voient plein d'informations. Ce qui, dans une certaine mesure, peut poser problème, parce qu'à ce moment-là, quand ils s'adressent à des médecins en libéral, et en particulier certains psychiatres, pas tous, hein, mais certains psychiatres ou psychologues, qui voient les patients arriver en disant nous on sait ce que c'est forcément ça. Ils disent attendez, il faut voir. Bon, et il y a une espèce de création d'opposition qui se fait, qui n'est pas forcément bénéficiaire. Même ça arrive que la conséquence, ça soit que le diagnostic provisoire n'est pas celui du tic, mais autre chose, ce qui n'est pas très très bon non plus. Alors, maintenant, il y a aussi des gens qui viennent à notre permanence, ils nous disent, qui peut-on contacter? Alors en général, on les envoie au centre de référence, centre de compétences, mais là aussi, on a un gros problème actuellement, Andreas Hartmann nous disait hier que actuellement il faut 11 mois pour prendre rendez-vous comme nouveau patient à la Pitié-Salpêtrière. Et il en est désolé. Parce qu'il nous dit, c'est épouvantable, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, du coup, nous, de notre côté, on a essayé de voir comment créer des relations avec des centres médicaux privés. Ce qui est un peu compliqué, d'une part parce que l'aspect financier aussi est là. Deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait une entente entre le centre de référence ou les centres de compétences et le centre privé. C'est pas toujours, parce que là aussi, il y a cette différence entre neurologue et psychiatre, qui est très sensible pour l'éthique. Alors, la prise en charge est effectivement souvent bien compliquée. Alors, il y a le généraliste. Le généraliste, soit il dit allez voir un psychiatre, un psychologue, soit il s'intéresse au sujet. Et il va sur Internet. Bon. Et ce qui serait formidable, c'est que justement, tous les généralistes se disent tiens, là, il y a un cas particulier, allons voir sur Internet. Mais ils n'ont pas le temps non plus. Le problème, c'est la même chose. Hein. Les généralistes, ils ont leur programme, etc. Parce que, en fait, pour vraiment comprendre un SGT, dans une consultation, il faut bien passer 3 quarts d'heure. C'est d'ailleurs ce qui se fait à la Pitié-Salpêtrière. Les consultations multidisciplinaires, ça dure pratiquement 1 heure. Hein. Donc c'est vraiment du lourd. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Alors, du coup, nous avons des demandes d'information, effectivement, avec beaucoup d'inquiétude. En général, quand le diagnostic est fait, les familles sont soulagées, parce qu'on met un nom sur un problème. Mais c'est aussi le début d'autres problèmes. C'est-à-dire que, au fond, maintenant, le syndrome de la Tourette ne s'arrête pas. Hein. Il va évoluer, mais il ne s'arrête pas. Et les périodes les plus difficiles sont précisément les premières années.
Donc, ces prises en charge sont effectivement compliquées, mais on a vu une évolution quand même tout à fait extraordinaire depuis la loi des maladies rares, depuis l'installation, la mise en place du centre de référence, des centres de compétences. Il y a eu une amélioration considérable de l'accueil en général, hein. Mais il reste beaucoup à faire. Et Raphaël, alors la prise en charge des TOC en France, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que j'en pense, c'est que au niveau de l'AFTOC, on a plutôt, les gens qui viennent nous voir sont plutôt des cas graves, des cas sérieux, ou alors on a aussi dans nos groupes de parole des parents qui viennent avec leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils ont lu un peu sur internet, et ils viennent pas non pas pour confirmer le diagnostic parce que c'est pas l'AFTOC de le faire, mais pour se conforter dans leur idée. Globalement, il ne se passe pas une journée où on ne reçoive pas sur l'adresse mail de contact de l'AFTOC des gens désespérés qui nous font des mails très longs pour dire qu'ils ne trouvent pas de thérapeute, qu'ils sont en errance thérapeutique. Souvent, d'ailleurs, des personnes qui n'habitent pas à Paris, où il y a très peu, où il y a très peu de thérapeutes qui sont formés à la thérapie comportementale et cognitive, qui est le traitement de choix contre le TOC. Des gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller consulter, parce que on sait que la TCC, ça peut être 20, 25, 30 séances dans les cas graves, que ça, en effet, ça coûte cher, que c'est un suivi au début qui est hebdomadaire. Donc, la prise en charge, c'est un vrai point noir. Et nous, on touche à nos limites en tant qu'association d'usagers. C'est qu'on oriente beaucoup vers des associations de thérapeutes, notamment la FTCC qui a un annuaire. Il y a d'autres associations qui ont des annuaires, mais quand il faut parfois 4 mois, 5 mois, 6 mois pour avoir un rendez-vous et que ce rendez-vous ne pourra pas être suivi, ne pourra pas faire l'objet d'un suivi régulier, c'est très difficile. Et je ne parle même pas des cliniques spécialisées, où là aussi les délais sont très longs et où ça peut être 150 € la nuit sur des séjours de 6 à 8 semaines. Donc il y a un vrai désarroi. Et on voit des initiatives, mon parcours psy qui est devenu mon soutien psy, qui est très insuffisant aujourd'hui, mais c'est un premier pas. Il y a des séances remboursées, c'est pas adapté au TOC, mais le Premier ministre disait qu'il allait refondre entièrement ce système. Nous, on voit plutôt ça comme une avancée, même si c'est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, la barrière principale, je trouve qu'elle est financière pour beaucoup de gens. Trouver un thérapeute qui soit compétent, pas trop cher, pas loin de chez soi. Quand on est à Paris, on s'en sort à peu près, et encore, quand on habite dans des zones rurales, c'est très difficile. Et je ne parle même pas de l'alliance thérapeutique, qui est ce facteur qui est très important de confiance mutuelle entre le patient et le thérapeute. Donc la prise en charge aujourd'hui est un point noir, et donc on essaie d'œuvrer pour mieux informer, pour essayer, on travaille avec la FTCC pour qu'ils améliorent la manière dont l'annuaire est construit, parce que jusque-là on savait pas. On sait que maintenant avec la visio, il y a des études je parle sous le contrôle de Vincent, mais qui essaient de faire en sorte d'améliorer, de mener une TCC en visio. Ça peut être une piste pour les gens qui... Alors ça se fait, oui. Ça se fait. En SGT aussi. Ça, c'est Sauf que en SGT, la différence, c'est que en général, dans la première consultation, le traitement, c'est plutôt médicamenteux. Donc, et petit à petit, on cherche à sortir du médicamenteux. C'est pour ça que des programmes TCC sont proposés maintenant un peu partout, mais c'est plutôt un début. Pour nous, c'est plutôt un début. Ça marche plus ou moins bien, ça dépend, mais on constate que quand ça marche bien, ça a des effets, bien entendu. Surtout si le SGT a une comorbidité de type TOC, et c'est à ce moment-là que les TCC peuvent l'aider encore plus. Donc on a une approche un petit peu différente. Et hier, dans notre réunion Île-de-France, une grande partie de la discussion, ça a été sur les problèmes médicamenteux, qui sont beaucoup moins importants chez vous, je pense. Alors, il y a des problèmes médicamenteux. Oui. C'est l'occasion de parler aussi du diagnostic. On sait que le TOC s'accompagne souvent de comorbidités. Oui. Tous les psychiatres ne sont pas forcément spécialistes de ces questions-là. Et parfois, quand le diagnostic n'est pas bien posé, que le psychiatre diagnostique un TOC, alors qu'en fait, il y a d'autres choses, là aussi, ça amène une errance thérapeutique, une frustration, un épuisement des malades et des familles, qui fait qu'après, c'est vrai que pour le TOC, on sait
ce qui marche. On sait que c'est certains médicaments, les ISRS et la TCC, mais après c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic, des loupés, il peut y avoir des relations thérapeutiques qui se passent mal, il peut y avoir souvent des psychiatres très bons qui partent en retraite, qui ne sont pas remplacés. Enfin, bon, alors là aussi, il y a le problème des déserts médicaux, hein, même chose. Même chose. Parce que je vois, si vous voulez, en Bretagne, des gens qui sont du côté de Saint-Nazaire, ils ont le lien avec le centre de compétences de Nantes, il y a le rendez-vous annuel qui se fait bien, ça marche super, mais entre-temps, alors c'est le généraliste qui du coup reprend les ordonnances, s'assure que tout est bien, mais quand le généraliste s'en va et que c'est le désert médical, c'est le problème. Et c'est vrai, alors il y a les cabinets médicaux qui s'installent maintenant, mais c'est vrai que petit à petit, on a une évolution de ce côté-là qui est plutôt préoccupante. Il faut reconnaître que c'est un peu près... Mais enfin, il n'y a pas que le syndrome Gilles de la Tourette ou les TOC, hein, c'est l'ensemble du monde médical. Si on oublie vos sites internet respectifs, est-ce que vous estimez qu'il y a assez de littérature disponible, grand public, sur les maladies dont vous représentez la voix? Et est-ce que vous avez l'impression que les médecins respectent bien les préconisations scientifiques, le Vidal, ce que la recherche dit, ou c'est un peu dans tous les sens? De votre expérience? Alors, au niveau neurologique, il y a beaucoup de communication. Je le ressens comme ça. Mais le neurologique, la neurologie est quand même une science plutôt plus dure que la psychiatrie. Bon, donc, je comprends que en psychiatrie, tout dépend un peu des écoles qui sont pratiquées, et certaines écoles sont assez en opposition avec l'aspect purement neurologique. Bon, mais cela dit, c'est pour ça que les neurologues en général, ils s'entendent, je pense, assez bien. Bon, le problème, c'est que dans le diagnostic du SGT, compte tenu des comorbidités, il y a quand même beaucoup de risques de se tromper, surtout que le SGT, quand il est en consultation, comme par hasard, il n'y a plus de tics. Ça, c'est typique. Alors, comment détecter un SGT compliqué quand le patient qui est en face de vous est parfaitement normal? En plus, ce sont tous des gens qui ont une extrême sensibilité, qui captent plein de choses, qui ont compris leurs problèmes, qui n'arrivent pas forcément à l'exprimer parce qu'ils n'ont pas les outils, mais qui ont compris leurs problèmes et ils n'arrivent pas à l'exprimer, ou quand ils l'expriment, ils ne sont pas trop reconnus parce qu'ils ne l'expriment pas de la manière purement scientifique, du coup c'est pas tout à fait compris. Mais je suis étonné de la manière dont les patients eux-mêmes, même quand ils sont gamins à 12-13 ans, ils comprennent ce qu'ils ressentent de l'intérieur. Et ils essayent souvent, et ça c'est les cas les plus intéressants, de s'aider eux-mêmes en trouvant des solutions de rattrapage, des solutions, des échappatoires au moment où la crise de tic arrive. Et on voit des cas absolument extraordinaires de gamins qui, à l'âge de 12-13 ans, arrivent à se prendre en charge. Alors, aidés par la famille, évidemment l'environnement familial est très important, hein, aidés par la famille, ou même tout seul. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même relativement exceptionnel. Et vous avez l'impression qu'il y a assez de livres grand public, justement, pour les patients et les familles, disponibles aujourd'hui en librairie? Ou qu'il y a très peu de littérature? Parce que oui, il y a... En fait, maintenant, je vous dirais maintenant, en librairie, on n'y va plus. On regarde tout sur Internet. Donc il faut la page de l'association et... Oui, mais même d'ailleurs en dehors de l'association, hein, quand vous tapez Gilles de la Tourette, vous avez plein d'autres choses que l'association. Hein. Alors, il y a du bon et du mauvais. c'est toujours le problème, hein, de fake news, etc. Et on est très vigilant là-dessus, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Simplement, on essaye de bien s'assurer que les informations qui sont dans notre site sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, ça a été la première réalisation de notre association en 97, 98, 99. Ça a été un petit guide pour les enseignants, parce que c'était le problème immédiat.
Comment guider les enseignants par rapport à un élève dans une classe de 30 qui est gênant et comment s'y prendre. Et en évitant, en fait, en prenant des mesures, moi c'est ce que je dis souvent aux parents et même à l'extérieur, je leur dis, voyez, la meilleure manière d'élever un jeune SGT, c'est de surtout pas appliquer les principes de bonne éducation. Mais il faut être vigilant et rester vigilant. Il faut être à côté, apporter des innovations, être présent. Mais si vous commencez à dire il faut faire les choses comme ci, comme ça, c'est la bonne éducation qui que, etc., là, à tous les coups, ça casse. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu ressens au niveau de l'AFTOC, justement, de la littérature disponible pour le grand public? Est-ce que les gens ont accès à cette information avec ou sans Internet? Et qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui de ton retour? Oui, il y a des choses qui sont très riches et on en disait tout à l'heure, l'idée serait peut-être de tendre à l'avenir vers l'autothérapie. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit, en tout cas pas pour les cas graves, que ce soit recommandé. La difficulté, c'est que encore faut-il que les malades soient conscients de ce qu'ils aient. Il y a un chiffre que tu cites dans ton livre, c'est qu'il n'y a que 20% des malades de TOC qui ont conscience d'avoir un trouble psychique. Au niveau de l'entourage, c'est que 24% et ils pensent que en fait, c'est lié à un manque de confiance en soi ou un mal-être. Donc s'il n'y a pas cette conscience quand même qu'il y a un problème de TOC, les gens ne vont pas aller lire un livre sur le TOC. Et c'est pour ça que je pense que l'échelon associatif il est important, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, il y en a plein. C'est vrai que nous, comme on est dedans, on sait quels sont ceux qui font référence, mais je pense que c'est précieux pour les gens de voir qu'une association d'usagers a une bibliographie, une sélection, comme ça ils savent s'y retrouver. Mais oui, il y a des choses. La difficulté, c'est arriver à la prise de conscience et à la connaissance de son propre mal. Après, est-ce que c'est appliqué, est-ce que évidemment, les protocoles sont bien appliqués, c'est très inégal. On voit qu'il y a des gens on voit dans nos groupes de parole des gens qui viennent après 30 ans d'analyse. Et là, on s'est dit, bon, il y a un problème. Après, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'échecs en TCC, mais très souvent, quand on creuse, c'est parce que la TCC n'a pas été faite dans de bonnes conditions. Pas parce que le thérapeute était mauvais, parce que se payer une séance par semaine, c'était trop cher. Parfois, il y a des gens qui sont suivis en CMP, mais on sait qu'en CMP, les psychologues et les psychiatres ne sont pas formés à la TCC, donc ça ne peut pas, et qu'il y a un rendez-vous tous les 6 mois. Donc voilà, aujourd'hui, les barrières, c'est pas tellement l'information, même s'il y a à boire et à manger sur Internet et qu'il faut trier, et que c'est bien d'avoir une association d'usagers qui fait le tri pour vous, c'est plutôt d'autres barrières financières, de thérapeutes disponibles, ce serait plutôt ça. Mais heureusement qu'il y a des bons livres sur lesquels on s'appuie tous les jours et qu'on recommande tous les jours. Alors, nous, on a quand même une bibliographie, mais plutôt d'articles scientifiques, etc., qui est gérée, mais qu'on ne communique pas trop aux familles. Parce on essaye de synthétiser en fonction, oui. Mais en revanche, on a pas mal d'étudiants qui nous appellent et nous disent, voilà, je suis en 3e cycle de sociologie, de TRIC, et je voudrais faire mon mémoire sur le SGT, est-ce que vous pouvez me guider? Donc on a une personne qui suit ça de près, et c'est intéressant parce qu'on voit des jeunes qui s'intéressent à ça. Il y a une chose aussi que je voudrais dire, que je constate, c'est que oui, il y a beaucoup de livres, mais beaucoup de gens ne lisent plus. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'est mis, nous, à faire un format vidéo, parce que ça permet d'amener des gens à l'information qui n'y vont pas par l'intermédiaire de livres. Oui. Donc c'est un format qu'on essaye de pousser, après qu'on incite à aller plus loin, parce qu'évidemment, c'est souvent plus riche dans les livres que dans les vidéos, mais souvent ces moyens, ces outils-là sont un moyen commode, notamment pour les jeunes, d'accéder à l'information. Oui. On parle beaucoup de la souffrance des patients, oui. Mais quid de la souffrance des proches, de la famille? Ah ben c'est très lié, c'est très lié. En fait, on voit bien, il y a deux choses. Il y a la relation avec les parents. Les parents, parfois, l'un d'entre eux s'en va parce qu'ils ne supportent pas. Il y a le problème de la relation avec la fratrie. Il y a ensuite l'aspect social. Ce qui est assez bizarre, c'est que beaucoup de jeunes SGT, socialement, finalement, arrivent à très bien s'intégrer.
C'est simplement, il y a un problème au moment où ils deviennent un peu pré-ados, etc., où il y a les tensions commencent à se matérialiser de manière différente. Donc, en fait, souvent quand ils sont petits, ils font rigoler tout le monde, etc. Alors, le problème de la souffrance des familles, elle est réelle. C'est l'objet essentiellement de ces réunions relais. C'est l'objet aussi des messages des réponses aux messages qu'on reçoit. Et on en reçoit peut-être un par jour ou deux par jour, alors c'est par moment, mais aussi des messages très longs, exprimant leur inquiétude, etc. Souvent d'ailleurs, l'inquiétude des parents par rapport à l'avenir des enfants. Et quand ils sont adultes, l'inquiétude de parents âgés par rapport à un enfant qui a 40-50 ans et qui disent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils feront quand on sera parti. Donc il y a tout ça qui fait partie de la problématique. Malheureusement, comme une souffrance familiale ne peut être traitée que localement, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de créer des micro-réseaux ou de favoriser, de parler aux adhérents et aux familles en leur disant « Allez voir, ouvrez-vous, ne restez pas enfermés chez vous ». Mais c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, on a des contacts avec plusieurs familles depuis maintenant 20 ans. Alors du coup, ça crée un lien de confiance, mais on ne résout pas les problèmes. Et malheureusement, les problèmes, il faut qu'ils soient réglés par les familles elles-mêmes. Et un message important pour les familles, on peut très bien aimer son enfant et néanmoins être exaspéré par les symptômes de son enfant. Alors, et que la culpabilité, là, est un peu dangereuse. Oui, alors la culpabilité. Alors moi, ce que j'essaye de faire, changer cette vision négative des choses, en leur disant, écoutez, je leur disais encore hier, en leur disant, écoutez, il y a une chose que nous, maintenant, on peut dire, par l'expérience, qui n'est pas forcément reconnue par les médecins, hein, mais qu'on peut dire, c'est que les enfants Tourette, et les Tourettes en général, ont un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Ça, moi, j'en suis convaincu. On ferait des QI sur tout le monde, par rapport à la moyenne nationale, on serait étonné. Elle ne s'exprime pas forcément, elle peut s'exprimer remarquablement, mais elle est parfois cachée. Et moi, j'explique cette raison d'un niveau intellectuel, disons, supérieur à la moyenne, par cette ultra-sensibilité qui fait que les enfants captent, même s'ils sont déscolarisés plusieurs semaines, ils reprennent les cours. Bon, ça avance. Alors je dis aux parents, écoutez, vous avez des enfants, ce n'est pas des dérangés mentaux, c'est des enfants intelligents. Ça importe. Raphaël, dans l'association AFTOC, la souffrance des patients et la souffrance des proches, qui parfois sont désespérés aussi et qu'on a tendance parfois à oublier. Bien sûr. Parce que le malade prend toute la place. Alors qu'elle est centrale, la question de la souffrance des proches, elle est centrale. Je crois que c'est aussi dans ton livre, 80% des proches qui vivent, souvent c'est le conjoint ou les parents, quand ils vivent avec les enfants, estiment qu'il y a une perturbation considérable de la vie quotidienne. Donc le TOC fait souffrir tout le monde, et j'en suis un bon exemple. Moi, je suis un ancien malade, j'ai perdu, ma copine m'a quitté à cause de ça. C'est central et on en parle pas assez, on en parle de plus en plus et je trouve que c'est bien parce que l'entourage souffre. Je pense que j'ai pas de statistiques, mais il doit y avoir un nombre de dépressions, notamment chez les parents, à qui nous on conseille de faire des thérapies de soutien parce que un noyé peut pas aider un noyé à sortir de l'eau. Il faut que l'entourage soit mieux associé aux thérapies, mais j'ai le sentiment que les thérapeutes n'ont pas du tout aujourd'hui le réflexe d'associer les parents ou le conjoint à la thérapie. Je crois que c'est ce que tu préconises et je crois que tu as raison. Donc la place des proches, elle est fondamentale. Nous, dans les groupes de parole, c'est à peu près 50-50. Il y a à peu près la moitié de malades, la moitié de proches, parfois qui viennent ensemble.
Mais on ne peut pas parler, ce serait très incomplet de parler du TOC si on ne parlait que des malades, puisque l'entourage est évidemment associé, l'entourage souffre, il y a des familles qui implosent, alors c'est souvent les conjoints où ça peut amener des séparations, des divorces, ça n'arrive pas dans le cadre de parents avec les enfants, mais ça génère souvent des sentiments de culpabilité extrêmement forts, alors que c'est humain, il y a des parents qui font les rituels à la place ou avec les enfants, c'est contre-productif, donc c'est des situations qui brisent le cœur, véritablement, et nous, ça donne quand même un espace, souvent ça fait beaucoup de bien à ces gens de venir en groupe de parole, ils réalisent qu'ils ne sont pas des monstres, qui ne sont pas les seuls à vivre ça, qu'il existe des solutions, et c'est déjà énorme, et ça ne résout pas le problème. Parler de son problème ne résout pas le problème, mais ça permet quand même de se décharger d'une partie du fardeau et de mieux s'orienter. Donc elle est centrale, la question des proches. Donc quand on a un enfant qui passe 1h30 sous la douche, il est normal, et il faut que les gens l'entendent, de péter un câble de temps en temps. Et qu'elle est culpabilisée, c'est aussi avoir une vision extrême du parent parfait. Non, bien sûr. On fera une vidéo spécifique. C'est là que je dis, les familles qui ont des bons principes de bonne éducation, des tendances un peu militaires, etc., par rapport à ces enfants, ils n'arrivent pas à créer ce lien d'écoute, etc. Alors évidemment, quand on est épuisé, c'est pas facile, mais il faut favoriser l'originalité. Il y a des gens qui ont des idées étonnantes et qui recréent le lien. Parce qu'effectivement, dans les fratries aussi, il y a le gamin, surtout quand c'est le petit dernier, on s'occupe uniquement de lui, donc les aînés disent « mais attendez, maman s'occupe toujours de notre frère, etc. » Et c'est vrai que psychologiquement, on comprend, mais il faut trouver des moyens de rééquilibrer tout ça. Et c'est très compliqué. Et évidemment, au niveau des couples, des familles, alors évidemment, maintenant, dans les temps actuels, de toute manière, les couples se défont relativement plus facilement qu'avant. Mais il y a aussi le problème du travail des femmes. Parce que c'est souvent les mamans qui s'occupent de l'enfant. Et c'est souvent, quand les situations sont compliquées, c'est les mamans qui sont obligées de réduire ou d'arrêter leur activité professionnelle. Et ça, moi, j'ai jamais vu de papa, si peut-être un ou deux, si j'en connais quelques-uns, des papas qui ont arrêté l'activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Bon, mais c'est quand même assez fréquent. Où en est la recherche sur le SGT? Et quelles sont les prochaines perspectives de votre association, si vous pouvez nous faire un peu de teasing? Alors, la recherche, depuis maintenant une quinzaine d'années, on fait des appels à projets. L'objectif, c'est pas de rentrer dans des méga projets, on n'a pas les moyens. Notre objectif prioritaire, c'est d'intéresser des jeunes médecins de rentrer dans l'expertise SGT. Parce que nombre de médecins qui connaissent le SGT maintenant vont être à la retraite d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc, et le problème, notamment que notre ami Andreas Hartmann a posé de temps en temps, il nous dit, écoute, moi, dans quelques années, je serai parti, je ne sais pas par qui je serai remplacé. Donc, l'idée, c'est de proposer des projets à taille humaine qui permet de financer des petites opérations, mais qui ne seraient pas prises en charge par l'ensemble hospitalier. Ça a marché, on a dépensé pas mal d'argent. Alors ça s'est un peu arrêté au moment du Covid. C'est en train de reprendre. Le gros problème, alors on travaille surtout avec les centres de compétences, on essaie de dynamiser, de les aider. Mais c'est un peu désespérant de temps en temps, parce que nous, on décide en un comité, on a le projet, on en parle, on évalue, on a notre conseiller scientifique qui est Andreas Hartmann, parce que plus d'autres éventuellement, donc il y a une consultation. La décision peut être rapide et les fonds, on les a en général, parce que quand on propose un projet, on a les fonds en réserve. Bon, projet entre 8 000 et 25 000 euros, quoi. Ça se situe dans ces lois. Bon. Mais ce que je constate, c'est que même au niveau des hôpitaux,
le fait qu'on signe une convention avec l'hôpital, etc. Il y a ensuite plein de problèmes administratifs, de comité d'éthique, de comité de ci, de comité de ça. Et ça prend un temps fou avant de démarrer. Un mot sur la stimulation. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que vous voyez? La stimulation profonde. Alors, on a vu la première. On connaissait bien la patiente, une jeune femme qui avait démarré un syndrome Gilles-Tourette alors qu'elle était adulte, après la naissance de son enfant. Donc, on a aussi des expériences de stimulation pour des jeunes de moins de 18 ans tout à fait exceptionnels et qui ont très bien marché. Ce sont les cas très particuliers. C'est pas une solution, c'est une solution qui doit être étudiée de très près avec le médecin hospitalier. Nous avons à la Pitié-Salpêtrière des expertises pour cette opération, mais aussi dans d'autres, à Bordeaux, je ne citerai pas tous les noms, mais ça se fait. Simplement, c'est sûr que ça nécessite une préparation tout à fait particulière. Les résultats, là aussi, l'aspect aussi important des comorbidités, c'est-à-dire qu'on résout un peu le problème d'éthique quand ils sont complètement épouvantables, mais les comorbidités restent et du coup, il faut des traitements en liaison avec ça. C'est passage parfois de l'un à l'autre. Alors, nous, on est tout à fait... c'est vraiment les centres de référence, les centres de compétences qui voient les choses. Nous, on ne peut pas encourager, on ne peut que souligner que ça existe, qu'il y a des expériences de résultats tout à fait favorables, mais pas forcément. Donc, on est très prudent. Et les prochaines idées de votre association, qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains mois, prochaines années? Alors, on essaye de mieux comprendre, je dirais presque, l'épidémiologie du syndrome Gilles-Tourette. Et c'est pour ça qu'on a quelques petits projets qui sont en fait des projets qui associent le centre de référence avec les centres de compétences. Et c'est ce qu'on recherche. Nous, ce qui nous permet... Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de cas SGT dans tout... Donc, c'est proposé d'ailleurs par soit Andreas Hartmann, soit là, à Bordeaux, on travaille sur un assez gros projet sur Bordeaux. On a aussi... et ces projets, en fait, systématiquement, sont en liaison avec d'autres centres. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est le choix médical. Pour des projets de petite taille, ce sont des projets plutôt à caractère justement de compréhension, par exemple de suivi de tics chez l'adulte. Mais structurer ça pour que ça soit enregistré dans des bases de données, qu'on essaye de lier ça avec l'aspect un peu héréditaire aussi, enfin pas, génétique, dans la mesure du possible, et on essaie de participer à ce qui peut se proposer à ce niveau-là. Raphaël, au niveau de l'AFTOC, c'est quoi le futur? Où est-ce qu'on en est de la recherche? Et c'est quoi les prochains bébés projets de l'association? Alors au niveau de la recherche, je vais parler sous ton contrôle, mais nous on voit, il y a des tendances qui émergent beaucoup dans les groupes de parole, on a beaucoup de questions, notamment sur les recherches sur la psilocybine, les champignons hallucinogènes, les microdoses de LSD. On est assez prudent d'ailleurs sur nos réponses parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont faites, mais manifestement aujourd'hui c'est pas encore prêt. Il y a beaucoup, on entend aussi beaucoup parler de RTMS, de stimulation électrique transcrânienne, qui a peut-être l'avantage d'être moins invasif que la stimulation cérébrale profonde, dont on sait qu'elle existe. On voit, nous, les retours qu'on a, c'est contrasté. Il y a des bons résultats, il y a des résultats moins bons. Donc là aussi, je ne suis pas à l'aise à orienter les gens vers la CP. De toute façon, ce n'est pas mon rôle. Après, je crois que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on sait que pour le TOC, il y a des choses qui marchent. On sait que la TCC est bien menée de façon précoce, que les bons antidépresseurs, ça marche. Donc, c'est d'essayer, autant que possible, de faire accéder les gens à ce qui marche. Et aujourd'hui, on sait que, notamment quand on s'éloigne de Paris, ça ne marche pas. Donc, il y a des axes de recherche scientifique qui sont sûrement des solutions pour l'avenir, mais je crois que l'enjeu actuel, c'est de mettre en lien les patients avec ce qui marche. On voit que c'est loin d'être le cas. Sur les projets de l'AFTOC,
Le gros projet là qu'on prépare et qu'on essaie de déployer le plus vite possible, c'est la déstigmatisation en milieu scolaire. C'est un projet qui est complexe parce que on pense que si chaque association qui représente un trouble du DSM va dans une classe, le message ne sera plus intelligible. Donc peut-être qu'il faut se regrouper avec d'autres associations pour faire des formations plus globales. Est-ce qu'il faut former les profs? Est-ce qu'il faut former les infirmiers? Est-ce qu'il faut former les psychologues de l'éducation nationale? C'est pas les mêmes projets. Donc là, on est en train de préparer ce terrain-là, avec notamment des pédopsychiatres de la FTCC qu'on connaît. Après, on essaye là aussi de structurer un groupe qu'on appelle médiagraphique pour être beaucoup plus au courant de ce qui se fait partout. Et là, on a besoin de relais auprès des thérapeutes, hein, parce que il se passe beaucoup de choses, notamment aux États-Unis. C'est des articles qui sont en anglais. On n'est pas des spécialistes, souvent on comprend rien. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui nous expliquent. Vincent aussi, t'en fais partie. Donc voilà, on va dire le gros projet qu'on prépare, c'est la sensibilisation au milieu scolaire, muscler notre connaissance de ce qui se fait, et après bien sûr évidemment peser plus lourd au niveau politique en se rapprochant de structures, je citais l'UNAFA mais aussi l'UNIOP s'il y en a d'autres, et continuer à développer, multiplier les groupes de parole, essayer d'avoir de plus en plus de bénévoles pour former des binômes, pour que les groupes de parole ne dépendent pas d'une seule personne. Voilà, c'est pas une mince affaire. Et aussi essayer de répondre à des appels à projets, parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on est assez limité par nos moyens financiers, on dépend aujourd'hui quasiment exclusivement des dons et des cotisations de nos bénévoles, et évidemment, si on avait plus d'argent, ça nous permettrait de faire plus de choses. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc message à nos visionneurs YouTube, vous avez besoin de bénévoles, et vous avez besoin de sous. Alors là, je parle pour l'AFTOC, on a surtout besoin de sous, parce que des bénévoles, là, on en a recruté beaucoup, on a fait une campagne qui a été très fructueuse. Et donc maintenant, il faut qu'on structure l'assaut pour absorber ces bénévoles. Donc on va prendre les choses dans l'ordre, gérer cette croissance. On a quasiment doublé notre nombre de bénévoles en 3 mois. Ça oblige à prendre le temps de bien structurer l'association. Et après, voilà, évidemment, l'objectif, c'est de croître, d'être plus proche d'autres associations. Et pour ça, je suis très content et je vous remercie d'avoir accepté de faire cette vidéo, parce que c'est important. En plus, nous sommes des associations, je veux dire, siamoises, très proches. Et on voit qu'il y a des Alors, on intervient. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, hier, on en parlait encore. On parlait, il y a eu la question des relations avec d'autres associations. Alors, moi, je connais d'autres associations dans le cadre de l'Alliance ou dans le cadre de Rentim, mais elles sont un peu différentes, parce que c'est chaque fois des cas un peu particuliers. Et on se disait, il faut qu'on mette en place un binôme, justement, qui puisse un peu gérer ça. Il y a peut-être quelque chose qui va se créer. On va voir. Donc on a ce sentiment que on pourrait gagner à aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais pour le moment, c'est vrai, nous notre problème, c'est plutôt que les bénévoles restent dans l'association, que les adhérents même restent dans l'association, parce que il y a le nombre de gens qui s'informent, dont on leur dit mais adhérez, vous verrez, ils disparaissent. C'est incroyable. Il y a une mentalité en France de ce côté-là qui est catastrophique. Et quand on compare avec les autres pays, on est un peu un cas particulier. Hein. On a, en revanche, on a des donateurs fidèles. Donc on a un fonds tous les ans qui revient et qu'il s'agit qu'on utilise. Donc, alors c'est pas, une fois de plus, c'est pas des sommes fabuleuses, mais alors ce qui nous préoccupe justement, c'est que la lenteur de la mise en place des programmes, des projets qui viennent des centres de compétences, fait que il y a des accumulations de sous qui vont partir, mais ils sont toujours là. Et c'est dommage, on se dit, mais quand on a lancé un programme avec un peu d'urgence l'année dernière et que c'est toujours pas réglé, on se dit, mais on a perdu 1 an comme ça. Monsieur Mitten, le mot de la fin, comment on vous contacte? Par quel biais on peut vous contacter? Alors, la permanence. On mettra les références en description. En disant, oui, c'est ça. Alors, l'avantage de la permanence, c'est qu'il y a d'autres personnes qui voient le message. On est 6 ou 7. Et ça, c'est intéressant, parce que le problème aussi, c'est que individuellement, on a des actions, mais c'est toujours le problème de la restitution auprès de l'association. Et ça, c'est problématique. L'autre fois, j'avais une réunion chez Brain Team qui était passionnante.
Et je me suis dit, mais sous quelle forme je peux restituer tout ça? Alors on informe, on dit allez voir sur le site, etc. Mais c'est difficile de faire passer. Et ce problème de la restitution de toutes ces connaissances qu'on a est certainement un problème à une époque où on a beaucoup d'informations. On ne sait jamais d'ailleurs ce que les gens ont eu comme information ou pas, comme bonne information, mauvaise information, et tout ça c'est très 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 compliqué finalement. Mais là les gens de YouTube peuvent aller sur le site internet, la page Facebook et la permanence. Et Raphaël, comment on contacte la FTCC? Comment on rentre en contact? La FTCC, c'est une chose. Nous l'AFTOC, via notre site internet où il y a une adresse de contact que je ferai par magie affichée là comme ça à l'écran. On a un groupe Facebook alors qui est plus large que simplement l'association, et c'est essentiellement la bonne porte d'entrée parce qu'on est plusieurs là aussi à lire l'adresse de contact et c'est la meilleure manière. Les permanences téléphoniques, ça repose sur une personne, je ne recommande pas parce qu'après ça peut créer de la frustration aussi quand on essaie il faut qu'on soit plusieurs, hein. Nous, ça repose sur une personne et c'est un peu difficile. Donc, le site internet, l'adresse que je remets là, et je mettrai aussi celle qui figure sur votre site internet pour que je mettrai les liens en description. Oui, permanence, c'est vraiment le bon contact. Merci à vous. Voilà. Merci Vincent. Merci. On ne voit pas, mais très bon échange. Merci.